Sont excusés Alain Durand qui donne procuration à Roland Canégué, Marie-France Philippe qui donne procuration à Sylvie Pavista, Alima Fidel qui donne procuration à Sylvie Arnal, Emmanuel Flèche qui donne procuration à Sylvie Arnal, non. Jérôme Sauveplane qui donne procuration à Jules Chamy. Donc participe en visio, donc je vais faire l'appel pour m'assurer de leur présence. Philippe Barral. Alexandre Cosa. Ah, voilà, parfait. Maxime Garcia. Présent. Pauline Pagès. Présente. Bruno Beltoise. Laura Alégérota. D'accord. Valérie Machecou. Oui, présente. Présente. Parfait. Je vous remercie. Corinne Le Bouillet représente, je pense pour l'instant, Bruno Beltoise, semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc, la secrétaire de séance, la dernière fois, c'était Laurence Béranger. Donc, si vous voulez, on va continuer à faire le tour de la table. Laurent Ponce, est-ce que tu acceptes d'être secrétaire de séance? Oui. Oui. Voilà. Je te remercie. Voilà, il y a toutes les oppositions à ce que Laurent Ponce soit secrétaire de séance. Il y a des abstentions. Je vous remercie. Donc, premier point à l'ordre du jour, budget général, approbation du compte de gestion 2020. Je donne la parole à Jules Chamy. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Rapidement, le compte de gestion, c'est donc le compte qui est établi par le Trésor public. Il est identique à l'euro près au compte administratif. Je ne sais pas si vous avez des remarques à faire sur ce document qui vous a été envoyé et qui est donc simplement le document du Trésor public. S'il y a des remarques, n'hésitez pas, sinon... On peut passer au vote, je pense, s'il y a pas de questions. Il y a une délibération au vote sur le compte de gestion. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc, deuxième point. C'est pas dans l'ordre. Ah oui, pardon. Budget général et ZAE, désignation du président pour le vote des comptes administratifs, puisque comme vous le savez, le président doit quitter la séance. Donc je vous propose la première vice-présidente, Sylvie Arnal, qui présidera en mon absence le vote des comptes administratifs. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Monsieur Chamou s'abstient. Ah non, pour les services. parfait. Donc adopté à l'unanimité, donc Sylvie Arnal sera désigné président de séance. Donc point suivant, budget général, approbation du fonds administratif. Monsieur Chamou. Oui, c'est pour ça que je vous ai signé tout à l'heure, c'est pas pour les services et la bonne présentation. Je ne sais pas exactement laquelle c'est. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas qui est. Voilà, qu'on puisse vous le projeter. Donc, le compte administratif, comme je vais commencer, voilà. Donc, le compte administratif, je vais être relativement succinct, puisqu'on l'a déjà présenté lors du DOP, la dernière fois, lors du dernier conseil. C'est simplement donc, la trace de gestion pour 2020, pour l'année 2020. Donc le président sortira au moment du vote, mais pour le débat, il va être présent puisqu'il rend compte essentiellement de la gestion de l'établissement. Une fois que ça vous sera projeté, et je demanderai à ce que ce soit vérifié qu'on le voit bien en visio aussi. Donc là, les personnes qui sont en visio, on est en train de vous partager le document. Donc dites-moi si vous le voyez bien apparaître sur vos écrans. Ça doit être en train d'arriver là chez vous. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Ok, parfait.
Donc, le compte administratif, j'y arrive. Pour la partie fonctionnement, en dépenses, on fera ensuite les recettes. Donc, on avait un compte administratif en 2019 à 7 985 000 et en 2020, on arrive à 8 millions 3. Donc, c'est effectivement une année particulière suite à la crise du Covid. En particulier, sur le 011, on a moins de dépenses que prévu. C'est notamment lié au fait qu'on n'a pas eu besoin d'ouvrir la piscine. Sur les autres postes dont je reviendrai plus en détail si vous avez des questions. Je ne vais pas vous lire toutes les lignes parce qu'il y a un conseil très chargé ce soir. Je pense que vous m'en ferez grâce. Si vous voulez, on peut toutes les lire. Mais je pense qu'on est là jusqu'à minuit. Donc voilà, l'essentiel, on l'a déjà mentionné lors du DOB, mais l'essentiel pour le fonctionnement, c'est un peu des variations à la fois à la hausse comme à la baisse. Et on avait regardé qu'au global, ça nous coûtait de l'argent, à peu près quelques dizaines de milliers d'euros, c'est écrit un peu après sur l'exercice au global à cause du Covid. Donc la nature des dépenses de fonctionnement, c'est évidemment une structure classique pour les collectivités, essentiellement des charges de personnel et des charges courantes et de fonctionnement. Donc sur le tableau des effectifs, voilà, une légère évolution en 2020, puisqu'on a un concours de catégorie B qui a été... deux concours de catégorie B qui ont réussi, un qui est sorti. Sur la masse salariale, évolution, pareil, tendancielle, qui vous avait été présentée. Sur les recettes de fonctionnement, donc, pour vous dire, on a une heureuse surprise sur la ligne 74, donc les dotations et participations. On a une bonne surprise de la part de la CAF, puisque dans le cadre de la crise sanitaire, il a été décidé que la participation de la CAF serait majorée et serait au plafond maximal atteignable. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça ne sera probablement pas le cas, en tout cas je crois que ce n'est pas prévu dans le budget, ce ne sera probablement pas le cas cette année. Donc à nouveau une structure classique pour nos recettes. Donc sur les recettes fiscales, quelques évolutions, plutôt à la hausse, qui ne sont pas liées à des augmentations de taux, qui augmentent du fait de la progression des bases. C'est que le tissu foncier ou économique se porte un peu mieux, à l'exception de la TASCOM et les rôles supplémentaires, c'est des choses variables que fait le Trésor public à peu près quand il a le temps, on va dire, quand il tombe dessus. Donc c'est très aléatoire, c'est normal que ça varie 2019, 15 000, 2020, 3 000, voilà, ça varie. Et l'évolution notable, c'est une baisse sur la TASCOM, donc c'est la taxe sur les surfaces commerciales. Donc ensuite, sur les recettes de fonctionnement, voilà, vous avez la progression, ça c'est l'évolution des dotations, donc on perd des dotations de l'État sur tout l'exercice. Donc jusqu'en 2020, en 2021, je vous en redirai un mot tout à l'heure sur le budget. Donc, maintenant, sur la partie dépenses d'investissement, en haut, donc sur la partie dépenses d'investissement, excusez-moi, Nous sommes confrontés à une inondation. voilà, c'est les inondations version 2021. C'est ça. Je reviens. Donc, sur les dépenses d'investissement, en 2020, vous voyez que les montants sont, par exemple, sur le chapitre 27, elles sont bien plus importantes que sur 2019 et 2018. On y viendra, mais c'est l'histoire de la régularisation de nos règles de baisse. À ce sujet, donc, la maire d'Avez vous avait demandé des précisions la dernière fois. Donc, Martine, je t'ai adressé un courrier que je t'ai remis en main propre aujourd'hui, hein, mais je vais en dire un mot rapidement. En fait, la question était de savoir, et on avait promis une réponse aujourd'hui, donc je la fais. La question était de savoir s'il y avait eu une moins-value sur la vente entre ce qui avait été présenté, je crois, au Conseil d'avant les fêtes de fin d'année en décembre, et celui qui a été présenté lors du DOB, donc la dernière fois. Et en fait, il n'y a pas de moins-value, on a retracé les chiffres.
En fait, c'était une histoire de TVA. La vente à terme s'est faite, puisqu'on a destiné cet immeuble à la vente, il n'a pas été assujetti à la TVA. Et donc en fait, le montant, il n'inclut plus la TVA. Et donc il n'y a pas de moins-value sur l'opération, c'est juste une question d'écriture. Soit on prend en compte la TVA, soit on ne la prend pas en compte. Donc il n'y a pas eu de moins-value là-dessus. Je vous ai fait le courrier pour préciser. Si jamais vous avez encore des questions sur ce sujet, vous revenez vers nous, on reprécisera ça. Mais voilà, il n'y avait pas de souci d'écriture. Mais il y avait effectivement une différence. Vous aviez bien fait de la soulever. Voilà, bon, je passe sur le reste de ce chapitre. Donc on va le constater là, effectivement, ça c'est sur donc, nos dépenses d'investissement, ça c'est avec les écritures et ça c'est sans les écritures. Donc l'essentiel de nos dépenses d'investissement, c'est rembourser le capital de la dette d'à peu près 450 000 € jusqu'en 2029, et qui continue à être très élevé ensuite. Donc ensuite, sur les dépenses d'investissement, une chose notable cette année, c'est la participation au fonds local. C'est une opération pilotée par la région Occitanie et à laquelle ont participé également le département et la Banque des Territoires, le département sur le volet tourisme et sur quelques points spécifiques sur les inondations. Et au total, on a, à date, mais Bruno en dirait peut-être un peu plus précis, en tout cas s'il y a des questions là-dessus, mais on a en tout 120 000 € qui sont arrivés sur notre territoire grâce à nos 40 000 € qu'on a votés donc par 2 fois 20 000, ils ont été multipliés par 3. Donc c'est quand même un beau soutien à nos entreprises et donc aux emplois qui sont créés sur notre territoire. Donc sur les recettes d'investissement, pas de grosses surprises non plus. À nouveau, les variations fortes d'une année sur l'autre, c'est plutôt sur donc la question de la régularisation de l'hôtel de Besse. Il y a quand même, je veux dire un mot quand même de la baisse sur les subventions d'investissement, les baisses de dotation, donc le 10, le 13. Et puis ça se retrouvera à l'avenir. Je vous ai présenté tout à l'heure que nos dépenses d'investissement, c'est essentiellement rembourser notre dette. Ça veut dire qu'on investit moins dans le reste de notre patrimoine. Et donc, de fait, puisqu'on investit moins, on a moins de recettes en amortissement et on a moins de recettes en FCTVA, en compensation de la TVA. C'est un peu un cercle vicieux, mais pour l'instant, c'est la position qu'on doit adopter. En tout cas, ça, c'est ce qui est constaté en 2020. Donc voilà l'essentiel de nos recettes d'investissement. Quand on prend en compte l'hôtel de Besse, quand on ne le prend pas en compte, les amortissements ont une part moindre et les subventions une part plus importante. Et donc au global, le compte administratif pour 2020, il est clôturé donc, avec un exercice déficitaire en investissement de 158 000 €. En fonctionnement, il est positif de 269 000 €, en sachant qu'on avait inscrit au budget en 2020 un virement à la section d'investissement, donc pour investir, dans l'argent de poche qu'il allait nous rester à la fin, 350 000 €. On a pu en réaliser zéro, puisque l'excédent de fonctionnement n'était pas suffisant. On a un exercice qui, au total, donc, finit à 100 000 € de positif sur un budget de 10 millions. Donc ça fait 1%, c'est-à-dire qu'on est sur l'épaisseur du trait. Alors on peut le voir de deux manières. D'une part, on a un budget qui en fait était en 2020 qui était bien ciblé, parce que malgré les aléas du Covid, on a réussi à arriver relativement proche de notre prévision. Ça peut se comprendre parce qu'on a fait le budget au mois de juillet, donc on avait quand même déjà déterminé une bonne partie de l'année. Ça peut se lire d'une autre manière aussi, c'est qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de marge, puisqu'on est à 100 000 d'exercice, de positif sur l'exercice, une tuile qui vous arrive dans l'année et on est à zéro. Donc on a un budget qui est presque à l'os. Voilà, donc ça c'était pour 2020. Je m'arrête là sur le compte administratif, pas plus, c'est le constat de ce qui a été fait l'année dernière. Oui, non, je dirais juste en complément que ces 111 000 € de résultats, s'il n'y avait pas eu le Covid, il y a quand même le Covid aussi, malheureusement, entre guillemets, vous avez fait un certain nombre d'économies. Je pense à la piscine, entre autres, qui a été certainement l'exemple le plus terrible. Donc je pense qu'on n'aurait même pas ces 111 000 €, c'est-à-dire qu'on serait à zéro. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur le compte administratif. C'est plutôt, le compte administratif, c'est ce qu'on a discuté déjà en VOB et c'est le constat de l'année dernière. Si vous avez des questions, je pense qu'elles seront plutôt pour le budget, mais je les prends aussi sur le CA. Oui, c'est par rapport à ce que vient de dire Régis, il me semble juste que
le bilan des surcoûts et des plus et moins-values sur le fonctionnement était plutôt négatif sur l'ensemble des opérations liées au Covid. Alors, non, pas sur... J'ai mal compris. Non, c'était, je me suis peut-être pas complètement exprimé. C'était sur donc pas sur les coûts agrégés, c'est uniquement sur les coûts Covid spécifiques, c'est-à-dire l'achat de masques qui nous est remboursé à 50% par l'État, et là on en a 50% à notre charge. Il y a eu tout un tas de dépenses et de recettes comme ça en moins, par exemple les annulations d'événements festifs, etc. Mais c'est des choses qui sont directement liées. La piscine, c'est assez directement lié aussi, mais c'est pas agrégé dans ce bilan-là. C'était vraiment les choses propres au Covid, quoi. Les masques, le gel hydroalcoolique, voilà. La piscine, c'est une conséquence accrue. Je pensais que tu parlais d'un bilan global qui est... Non, en agrégé, c'est très difficile à dire. Tous les effets méritent. Oui, je comprends. Merci. Non, excusez-moi, effectivement, sur le global, c'est très difficile à pointer, puisqu'il y a des agents qui ont été en maladie, il y en a qui ont été en autorisation spéciale d'absence, en ASA, il y a des agents qui ont été... dont le fonctionnement... il y a des services dont le fonctionnement a été... bouleversé, c'est quand même assez compliqué à agréger tout ça. Je pense que si on voulait faire le calcul très précis, on pourrait, mais je pense que c'est quelque chose de très compliqué, quoi, de pointer toutes les conséquences du Covid. Je pense que c'est très complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le compte administratif? On peut passer au vote. Juste avant de passer au vote, le président doit sortir de la salle. Je vous demande pour voter de bien vouloir attendre. Donc les personnes qui sont en visio, on voit presque tout le monde, sauf M. Cotta et Mme Pagès. Donc pour ces deux-là, je vais vous demander d'exprimer votre vote à l'oral si vous le voulez bien, sauf si on vous voit. Voilà. Et je laisse Sylvie faire le vote. Donc nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. On va faire rentrer à nouveau le président. Bien, je vous remercie. Donc, délibération numéro 4, il s'agit de la provision pour... Non, c'est pas bien. Pardon, j'en ai sauté. Ah, c'est l'affectation des résultats, pardon. Donc, Jules Le Chalon. Oui, alors là, on va faire en fait toute une série de décisions un peu en cascade qui vont nous conduire au budget. Et de manière générale, le vote sur la délibération 3B, bon, évidemment, ça sera des votes séparés, mais c'est un peu le même que celui de la 4, que la 5, que la 6. C'est le budget et ses conséquences, on va dire. Au-delà de ce vote en question, je vais y venir. On va vous présenter une méthode de travail pour le budget. On va changer un petit peu les habitudes budgétaires de la collectivité. C'est le premier budget qu'on va vous présenter de cette manière-là. Il y a des choix politiques qui sont faits dedans, donc évidemment on les discutera avec vous sans problème. Je vous touche un mot quand même de la méthode. Donc on a travaillé sur une prospective financière sur l'ensemble du mandat. Elle est encore en train d'être peaufinée, notamment on attend certaines données du Trésor public, mais on vous la présentera dès qu'elle sera complète. Et on l'a déjà présenté dans l'état dans lequel on l'avait à la commission des finances qui s'est réunie il y a quelques temps, il y a 15 jours je crois, et cette méthode de travail a fait l'unanimité au niveau de la commission des finances, donc je vais vous en dire un mot et je vais venir tout de suite à cette affectation de résultats. On n'a pas su que la commission des finances fait partie, j'ai reçu. Ben, je pense que la commission des finances, la convocation a été envoyée à tout le monde en temps et en heure. En tout cas, ben, on vérifiera que ça ait bien été envoyé. On vous fera copie, on vous rendra destinataire du courrier qui a été envoyé à tout le monde. On vérifiera que vous en étiez bien destinataire également. Mais à part vous, tous les autres conseillers ont pu se rendre disponibles à cette commission. Donc, soit c'est une erreur, soit c'est un oubli. De notre part comme de la vôtre. Je ne sais pas, on va tirer tout ça au clair. Donc en tout cas, ça a été présenté à la commission des finances qui, effectivement, à l'exception d'un conseiller, a pu se réunir dans sa globalité. Il y avait d'ailleurs du monde de à peu près tout le tour de l'hémicycle, si on peut appeler ça un hémicycle. Donc je viens sur la question de l'affectation du résultat. Sur la méthode.
Jusqu'ici, je vais essayer de faire un peu... je vais essayer de faire rapide, mais c'est quand même un sujet important. Jusqu'ici, on avait un excédent reporté, qui est donc une écriture comptable, qui restait en section de fonctionnement. Ça faisait en sorte que la collectivité n'ait pas besoin, pour équilibrer sa section de fonctionnement, de faire beaucoup d'efforts de gestion, puisqu'il y avait cet excédent reporté en ressources de fonctionnement. Nous, on va changer de conception, et on l'a présenté à la Commission des Finances, ce qui lui a semblé satisfaisant, mais je vous le propose à nouveau en conseil, comme je m'y étais engagé dans la Commission. On va passer l'excédent, comme il se doit, en investissement, c'est-à-dire que tout ce qu'on arrive à dégager de notre fonctionnement quotidien, ça sera notre argent de poche pour investir et pour développer notre territoire. Donc aujourd'hui, on va pouvoir, au-delà de combler l'exercice de fonctionnement en tant que tel, ça c'est une obligation légale, hein, le solde des restes à réaliser, les 80, etc. Donc il y aura, sur les 800 000 d'excédents comptables, je vais vous proposer d'en laisser 86 000 sur la section de fonctionnement et 700 000 sur l'investissement. Juste pour donner un peu de perspective, 700 000 €. Sur ces 700 000, il y en a déjà 450 000 qui vont être absorbés par la dette que l'on doit rembourser. Donc il reste 250 000 €. Pour une collectivité avec un budget de 10 millions d'euros, ce qu'on arrive à dégager pour investir nous-mêmes, c'est 250 000 €. Donc je pense que dans vos communes, en tant que maire, vous arrivez à dégager au moins autant, si ce n'est plus, pour certaines communes. Les communes qui viennent de faire beaucoup de travaux, comme Montargis va me dire qu'il ne peut pas, lui, dégager 250 000 d'excédent. Mais en tout cas, à l'échelle de notre collectivité, dégager 250 000 €, c'est quand même pas beaucoup. Et avec nos autres recettes de fonctionnement, donc le FCTVA et les investissements, j'arrive, je termine et je vous donne la parole. Donc avec nos autres recettes, le FCTVA et les amortissements, on arrive à investir en tout, en dépenses concrètes. Quand on a payé notre dette, ça faisait 60% tout à l'heure, ça va rester à peu près de cet ordre-là pendant encore un certain nombre d'années. On fait 450 000 € d'investissement pour cette année. Donc c'est quand même une somme assez ridicule au vu du périmètre, de la superficie de notre collectivité. Mais c'est le choix qu'on a fait de gestion, d'affecter ce reste, et alors après on sera à l'os. C'est-à-dire que l'année prochaine, on ne va pas reporter 800 000, on va reporter beaucoup moins, on sera à l'os, mais parce que c'est une écriture comptable qui jusqu'aujourd'hui nous permet de vivre un peu au-dessus de nos moyens en fonctionnement, et que sur tout le mandat, il va nous falloir faire des efforts de gestion conséquents. Vous le verrez tout à l'heure, par exemple, sur le 011, dans le budget, pour arriver à redégager de la marge. Il va nous falloir faire des efforts de gestion pour arriver à retrouver une capacité à nous autofinancer. Il y avait une question? Merci. Monsieur Canaille. Oui, parce que sur les 804 à 165, bon, le 1068, vous êtes obligé de faire, puisque c'est un déficit d'investissement, 717 000, et il y a quand même 69 000 au 0,23. Donc il ne reste pas 80, il ne reste que 27 000. Oui, c'est ça, c'est pour terminer l'exercice de fonctionnement. Oui, non, mais ce n'est pas 80 qui reste en section de fonctionnement, c'est 25 000. Ben oui, c'est-à-dire que sur les 800 000, on va en affecter 86 000 à la section de fonctionnement, mais effectivement sur le 0,23, ça va faire 25 000. Oui. Voilà, ça fait qu'il ne reste que 25 000. C'est ça. S'il y a une coupure, il n'y a rien. Ah ben on est à l'os, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé de verser ce qui nous reste, on va dire, donc c'est sur ces 800 000, d'en mettre 700 000 sur l'investissement, si on veut faire quand même quelque chose, puisque sur les 700 000, il y en a déjà 450, c'est une proportion gigantesque, qui va être absorbée juste pour payer notre dette cette année. L'année prochaine, on devra à nouveau en payer 450 000. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment on va faire. On va y travailler toute l'année. Mais c'est un défi. Tous les ans jusqu'en 2029, il nous faut payer 450 000 € de capital. Et puis après 2029, il reste encore 400 000 de capital tous les ans. Donc cette année, on va faire comme ça pour le payer. On ne va pas reprendre de la dette pour rembourser la dette de l'année dernière, parce que sinon ça fait un cercle vicieux sans fin. Donc cette année, on va faire comme ça. L'année prochaine, il va nous falloir faire de gros efforts de gestion pour y arriver. Et
le reste de ces investissements, ça va nous servir sur des dossiers dont la mandature précédente avait demandé en l'occurrence sous votre mandature, vous aviez demandé donc des subventions pour des projets. Donc on ne peut pas les laisser filer. C'était plutôt voilà, des projets, je le dis, il n'y a pas de problème, hein, c'est des projets plutôt intelligents, en tout cas, dans lesquels nous on a envie de s'engager aussi. Donc il y avait notamment la Lavagne de Homs, je ne sais pas, non, il n'est pas avec nous. La rénovation de la bâtiment sportif. Et il y a également la rénovation des bâtiments sportifs. Donc là, on avait une subvention du Conseil régional d'Occitanie, une subvention du Conseil départemental, une subvention de la préfecture. Ça fait en tout autour de 300 000 € de subvention sur un projet à 400 et quelques mille euros. Donc on ne pourra pas faire les 400 000 € de projet cette année. On n'a pas les ressources financières, même juste la part d'autofinancement pour le faire. Mais en revanche, on ne voulait pas le laisser filer. Ça, c'est des beaux projets. Donc, on est obligé d'affecter 700 000 sur les 800 000 qui nous restent en investissement pour pouvoir faire des bouts de projets qui nous restent, qui étaient plutôt bons, mais on aimerait en faire plus, mais on ne peut pas en faire plus, on n'a plus les moyens d'en faire plus. Et puis l'essentiel, c'est rembourser la dette. Jules, tu dis on est obligé de tirer les 700 000. Oui, effectivement, mais je pense que par principe même de gestion saine, l'excédent de fonctionnement est destiné à devenir de l'autofinancement en investissement. Voilà, parce que si on le garde en fonctionnement, on donne l'impression qu'on a un fonctionnement qui est à l'aise, alors que ce n'est pas le cas. Ça masque un petit peu les déficits de fonctionnement. Alors évidemment, c'est douloureux parce que ça nous permet de visualiser de manière très concrète le problème que nous avons sur le fonctionnement. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir avoir une visibilité à long terme et donc une gestion saine des finances. Voilà. L'excédent de fonctionnement doit être systématiquement capitalisé en investissement. Moi, ça, là-dessus, je pense qu'il ne faut pas transiger parce que c'est vraiment la base d'une bonne gestion. Et c'est d'autant plus important par rapport à ce que tu disais sur la projection financière. Donc, on y retravaillera, on l'avait projeté, c'était quelque chose d'assez provisoire en bureau. Comme je vous l'avais dit, je souhaite qu'on ait avant l'été une conférence des maires pour se pencher là-dessus, parce que c'est un sujet très important. Comme le disait Jules, l'année prochaine, on sera vraiment à l'os. Et l'année d'après, en 2023, le risque est grand qu'il n'y ait pas d'équilibre du budget, avec tout ce que cela peut impliquer au niveau de la mise sous tutelle, etc. Donc il faut absolument éviter. Donc il faudra impérativement dans cette année que nous discutions tous ensemble, collectivement, pour cette idée peut-être de conférence des maires, de trouver de nouvelles recettes pérennes pour l'intercommunalité. Et là, il y a plusieurs pistes éventuellement. La DGFiP va nous aider aussi dans cette analyse prospective. Voilà, donc il va falloir effectivement qu'on y travaille, et ça va être un peu l'objet de nos travaux cette année. Oui, c'est d'autant plus important de reporter l'excédent quand il y en a en investissement, que quand on a des projets bien subventionnés, bon alors la part qui part pour rembourser la dette, c'est dommage, mais celle-là, elle disparaît. Ceux qui restent, c'est-à-dire pas grand-chose, on arrive à le multiplier par 3 grâce à des bonnes subventions, quand on arrive à faire des projets d'intérêt général conséquent et avec des subventions de nos partenaires, la région, le département et même l'État. Et donc on multiplie notre argent par 3. Enfin, le livret A il est à 0,25 ou 0,5 là. Là on fait x3, comme ça fait 300%, c'est quand même intéressant. Enfin, moi mon but, c'est d'arriver à ce qu'on autofinance à la fin de notre mandat le plus possible de nos projets en investissement, parce qu'on multiplie cet argent par 3. C'est pas de l'argent magique, mais presque. Donc c'est quand même très intéressant d'aller dans cette voie-là. Heureusement que la mandature précédente avait Micro, s'il vous plaît. Heureusement que la mandature précédente avait laissé 534 000, sinon vous auriez trouvé où? Alors sur les 534 000, il y en a 450 000 qui vont payer une année de dette. Donc on a effectivement 500 000 qui sont reportés une fois. 500 000 c'est un cumulé sur tout un tas d'années. Et donc ce qui est important de regarder, c'est un exercice. L'exercice 2020. L'exercice 2020, je le reprojette, il fait 100 000 d'excédent sur l'exercice. On avait une réponse en 2 temps. Il y a un effort. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. C'est justement l'objet du travail de l'année.
Bon, dans les projections que nous avons faites, qu'on nous a montrées en bureau, en 2022, en principe, on équilibre le budget. C'est en 2023 qu'il va y avoir un sérieux souci. Par ailleurs, le chiffre, mais c'est de la projection, qu'on avait aussi évoqué en bureau, c'était le niveau prévisionnel de l'investissement de notre communauté de communes sur ce mandat, sur la totalité du mandat, c'est qu'on était à 2,6 millions. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur le mandat 2008-2014, il y a eu 15 millions d'euros d'investissement. Sur 2014-2008, il y a eu 2020, il y a eu 3 millions des poussières, je ne me souviens plus. Et là, on serait à 2,6 millions, ce qui est un niveau d'investissement extrêmement faible pour une communauté de communes de notre taille. Donc je pense que l'idée de trouver de nouvelles recettes, c'est non seulement bien sûr l'équilibre du budget, c'est aussi se donner les moyens de porter dans les 5 ans qui viennent de l'investissement au service de notre territoire. Alors après, évidemment, où va-t-on aller chercher ces recettes? Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que les impôts, il y en a plusieurs. Mais à un moment donné, voilà, je pense qu'il faudra se dire aussi, comme disait Jules, le volume du service de la dette en capital, il reste inchangé jusqu'en 2029 et il tombe à 400 000 euros jusqu'en 2031. Et donc, entre 400 et 450, ça ne fait pas une différence énorme. Donc, ça veut dire que si on ne part pas à la recherche de nouvelles recettes, en gros, excusez-moi d'être cru, mais c'est la réalité, on ne va rien faire pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on ne va rien faire. Donc, évidemment, je ne sais pas quelles sont les décisions qu'on va prendre. Je suis d'accord avec toi, Bruno, il faudra avoir les yeux ouverts et avoir du courage aussi politique, parce que même si on fait un mélange de plusieurs solutions, il peut y avoir ça aussi. Évidemment, ça ne sera pas très populaire. Je pense que la DGFiP va aussi nous aider, peut-être à y voir plus clair dans les bonnes décisions. En tout cas, bon, il y a l'hypothèse, effectivement, Jules évoquait un petit peu tout à l'heure, mais l'hypothèse, effectivement, de vendre de l'immobilier, d'abord, on en a vu tellement, en tout cas en bon état. Et puis, on a vu avec Montardier, donc ça crée effectivement un peu d'excédent pendant quelques années, mais si on l'affecte en fonctionnement, ça décroît petit à petit. Si on ne maîtrise pas les dépenses de fonctionnement, ça dévore petit à petit cet excédent reporté, et 3-4 ans après, on se retrouve dans la même situation. Moi, quand je parle de recettes nouvelles, c'est vraiment des recettes pérennes. Voilà, mais bon, je vous dis, on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Je pense que c'est le travail qui nous attend dans le. Et il y a aussi un effort, enfin je le mentionne, mais il n'y a pas que augmenter les recettes, il y a aussi baisser les dépenses, mais faire des vrais efforts conséquents de gestion. Ça, pour l'instant, on a commencé à le faire, on espère que ça se verra rapidement, mais c'est un effet de mélange entre nouvelles recettes et moins de dépenses qui va nous faire tenir hors de l'eau, et puis on espère le plus rapidement possible ensuite pouvoir réinvestir sur le territoire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur le compte administratif. Oui. Non, pardon, sur l'affectation du résultat. Donc, je disais, c'est une philosophie, juste avant de passer au vote. L'affectation du résultat, ensuite la provision pour risque, puis le budget, puis les décisions qui en découlent, AC, TEOM, etc. On va y revenir. Les décisions politiques qu'on vous présente là, c'est des choix de gestion. On fonctionnera différemment. Là, on se met à nu, comme disait Bruno, on se met dos au mur, et on regarde les yeux dans les yeux la chose, et après, il faudra avoir effectivement peut-être une conférence des maires, peut-être même deux, pour se poser les bonnes questions. Sous l'ancien régime, ça s'appelait les États généraux. Ça s'est pas très bien terminé, celui qui a mais j'ai fait un régime pour essayer d'éviter de ressembler à Louis XVI. Bon, je mets la délibération aux voix s'il n'y a pas d'autres questions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc Martine Vol et, je ne vois pas derrière, c'est Marie-Françoise Guillaume. Et Joël Corbin. Je vous remercie. Donc, point suivant, provision pour risque Chalut. Voilà, donc là, il s'agit de faire des provisions pour
les tout derniers immeubles en péril, enfin l'immeuble qu'on a classé en péril, puisque la compétence a été rétrocédée aux communes sur demande d'un certain nombre de maires. Le président a pris l'arrêté. Donc c'est juste pour les premiers qui ont eu lieu en 2021, ça n'arrivera plus. Donc on va provisionner une somme, c'est-à-dire qu'on la met de côté, effectivement, on la met de côté au cas où on n'arrive pas à obtenir de recettes, puisque quand on va émettre un titre sur ces opérations, en face, souvent on a des propriétaires non solvables ou des SCI, des sociétés en SCI ou avec des formes juridiques un peu douteuses, pas toujours, mais ça arrive, et on n'est pas certain, on est loin d'être certain à chaque fois d'être remboursé sur le montant du titre qu'on va émettre. Et donc, ce qui convient de faire pour une bonne gestion, c'est de provisionner le risque qu'on prend en ayant émis ce titre, puisqu'on n'est pas certain qu'on ait la recette en face. Donc là, on prévoit 20 000. Il nous aurait fallu prévoir bien plus, mais on prévoit déjà 20 000, on ne peut pas prévoir beaucoup plus. Et on espère que le Trésor ira chercher cette recette. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette provision. Sinon, on peut passer au vote. Bien, je mets la délibération au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, le budget définitif 2021. Jules Chanoux. Donc là, on est en train de vous partager en vidéo à nouveau la présentation donc, du budget, puisqu'on passe au budget. Dites-moi à nouveau si vous la voyez bien, elle doit être en train de vous arriver. Est-ce que en visio, vous visualisez bien le budget? Oui. Oui, oui, très bien, merci. Parfait. Très bien. Impeccable. Donc je déroule. Merci beaucoup. Donc le budget, vous savez, c'est la prévision pour l'année en cours. On le vote maintenant puisqu'on a eu les données du Trésor public, je crois, il y a 15 jours. Cette année, le Trésor a été particulièrement long pour nous les envoyer. En général, il les envoie au mois de février plutôt. Février, début mars. Cette année, ça a traîné particulièrement. Pas que à la communauté de communes, ça a été long également dans les communes. Bon, c'est un peu lié au contexte et puis au fait qu'ils aient beaucoup de travail par ailleurs. Donc, on va zoomer un petit peu. Donc la présentation générale du budget cette année, il s'équilibre à 9,6 millions, avec un fonctionnement à 8,2 millions et un investissement à 1,3 million. Alors ça ne fait pas 1,3 million d'investissement à la fin, je vais vous le dire, ça fait autour de 450 000 euros d'investissement. Le reste, ce sera la dette et les écritures comptables. Donc d'abord sur le fonctionnement, en dépenses. Donc quelque chose de notable. Bon, on a une progression sur les charges courantes, ça on y reviendra tout à l'heure, ça sera un débat à part entière, parce qu'on a un certain nombre de délibérations sur la question des ordures ménagères. Donc la contribution au Saint-Thomas augmente de 100 000 euros, ça c'est quelque chose quand même d'assez sensible. Ensuite sur le 011, la première ligne, on voit que le CA 2020 il est à 1 million et quelques, et cette année on a 1,2 million. Ça c'est la reprise d'activités qui ont été fermées en 2020, par exemple la piscine. On revient à un niveau comparable à 2019. On n'a pas 2019 là, mais il était autour d'1,3 million, puisque vous voyez, on avait prévu dans le budget 1,3 million. Finalement, on n'a fait qu'1 million, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été arrêtées. Voilà l'essentiel. Et puis il y a une baisse importante du 0,42, c'est l'hôtel de Besse. C'est les régularisations de l'hôtel de Besse. Voilà. Et là, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le BP, il y avait 350 000 euros de prévus en virement à la section d'investissement, et en fait, on a pu en faire zéro, puisqu'on n'a pas eu assez d'excédent de fonctionnement. Donc ensuite, voilà, en visualisation, donc ça ne change pas beaucoup de tout à l'heure. Les charges de personnel restent une part importante de nos dépenses de fonctionnement, et ils sont une part importante de la vie de la collectivité au sens propre. Et donc là, je l'ai mis un peu de manière différente, c'est-à-dire par nature. Je pense que si vous l'avez reçu, vous l'avez
peut-être regarder. Je trouve que c'est une présentation qui est intéressante à faire aussi. On voit en pourcentage quels sont nos postes de dépenses. Alors on voit que le budget des déchets, c'est un budget très important, notre budget de fonctionnement. Voilà, que par exemple l'administration, 10%, c'est quand même une somme conséquente, mais c'est pas non plus une part gigantesque, quoi. Voilà, on a un fonctionnement quand même assez équilibré sur tous les secteurs qu'on essaye d'aborder, puisqu'on a un service public, enfin on rend un service au public dans tous ces secteurs, l'urbanisme, la nature, le sport, les entreprises, le tourisme, etc. Et les parts importantes, évidemment, ce sont nos relations avec les communes, à la fois nos relations financières, positives et négatives, là c'est en dépenses donc positives vers les communes, et les recettes aussi, hein. En termes de personnel, de mise à disposition, évidemment, l'Interco, c'est une collectivité de communes, donc c'est normal que ces relations avec les communes occupent une part importante de ces dépenses de fonctionnement. La crèche, qui est un service public qui coûte cher, mais qui est très important. Voilà. Je pense que c'était intéressant de vous présenter ça de la sorte. Donc les recettes de fonctionnement, là à nouveau, quelques évolutions ici et là. La principale, enfin les deux principales à commenter, c'est le 77 produits exceptionnels, ça c'est à nouveau la régularisation. Donc on prévoit le remboursement par l'assurance de l'hôtel des finances, puisqu'on a eu quand même alors au départ une mauvaise nouvelle qui s'est transformée en bonne. L'assurance a refusé dans un premier temps de nous rembourser pour des détails. Il dit non, il n'y a pas eu de vent chez vous. Et donc ensuite on a fait regarder cette histoire donc, à une juriste qui par ailleurs travaillait avant dans un cabinet d'avocats en assurance à Paris, qui s'appelle Charlotte Calfa, qui est agent à la mairie de Vigan, et qui a mis un peu le nez dans le dossier. On a fait un courrier avec son point de vue à l'assureur qui s'est vite ravisé, puisqu'on a démontré qu'il y avait eu effectivement un couloir de vent. On est d'ailleurs dans une continuité, il y a plusieurs bâtiments qui ont été touchés, le nôtre est pile entre deux qui ont été touchés aussi, et il y a des relevés météo qui attestent du fait qu'il y a eu une rafale de vent bien supérieure, je crois à 120 km/h, qui est le seuil à partir duquel ils indemnisent. Donc voilà, avec des éléments factuels probants et en leur rappelant que si jamais ils refusaient d'indemniser, c'est leur responsabilité qui était engagée, ça a fait tout bizarre à l'assureur. L'expert est revenu, bizarrement il a revu son constat, parce qu'au départ il a dit non, mais il n'y avait pas de vent, et en plus c'est la décennale qui devait jouer. Bon, il n'avait pas dû venir en fait, je pense, je sais pas. Il est venu, il a regardé, il est monté sur le toit, il est allé jusqu'au bout du toit, on lui en demandait même pas tant, il fallait juste qu'il monte et qu'il regarde les mesures au niveau du point d'impact. Il a fait tout le toit, tant qu'à faire. Et l'assureur, voilà, il s'est dit, bon, peut-être il faut rembourser quand même. Donc on est encore en train de finaliser la procédure, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Au départ, ça partait pas bien, mais ça part plutôt bien finalement. Alors, c'est 90 000 €, c'est une bonne nouvelle. Et la seconde, on y reviendra tout à l'heure, je disais, il y a des libérations sur l'ATEOM. On fait l'hypothèse qu'on passe de 14,5 à 16%, et donc ça fait 160 000 € de produits. On y reviendra. Donc voilà pour les recettes de fonctionnement. Donc essentiellement, c'est des impôts, comme toutes les collectivités, et puis des dotations et participations. Donc en investissement, là on y vient. Donc voilà l'essentiel de nos dépenses d'investissement. Je pense que le graphique après peut-être même plus clair. Non, pas le graphique. Donc sur nos dépenses d'investissement, pareil, voilà, on y reviendra, mais la petite particularité de cette année, c'est qu'on poursuit le fonds local qu'on avait commencé l'année dernière, qui soutient nos entreprises. Et on fait, on a une petite montée en puissance quand même sur la partie urbanisme, le logiciel pour le PLU, etc. Puisqu'on a 2 PLU qui sont menés par les communes de Roquedur et de Molière-Cavaillac. Donc ça nécessite un peu plus d'investissement sur la partie urbanisme. Voilà, donc un petit zoom sur les reports de l'année dernière. Au total, on a des dépenses et des recettes qu'on n'a pas pu effectuer l'année dernière. Et on passera donc sur cette année. Voilà, donc ça fait un report au total de 200 000 de dépenses et 110 000 de recettes en 2021. Voilà donc le cœur de notre investissement cette année. Donc avec les 700 000 qu'on a virés, plus le FCTVA, plus les amortissements des investissements précédents, on va pouvoir financer cette année 450 000 € d'investissement. 40 000 dans de l'informatique et dans nos entreprises pour le fonds local. Donc sur les 46 000, il y en a 31 000, c'est du fonds local. On va pouvoir investir, puisqu'on avait eu des subventions importantes, donc du conseil régional, du conseil départemental, de la mairie ou de l'État selon,
Dans la Lavagne de Homs, on va avancer sur l'étude du pôle d'échange multimodal. On a pareil une délibération tout à l'heure pour y revenir. Dans le petit patrimoine, il y en avait à Quimper, je ne sais plus l'autre commune sur ça, mais on va poursuivre cette année. Donc voilà, ça c'est des nouvelles opérations. Et il y a aussi beaucoup d'investissements à faire, quasiment la moitié de ce qu'on va pouvoir faire, sur les matériels roulants des ordures ménagères, parce qu'il y a 2 moteurs qui sont flingués, donc il faut les réparer. C'est un service on y reviendra, mais c'est un service qui n'est pas tout à fait équilibré en fonctionnement, et en plus il nécessite de gros investissements. Donc c'est quand même la quadrature du cercle, on va dire. Et à terme, il faudrait faire un budget annexe sur les ordures ménagères. C'est sûr que ça, légalement, ça serait presque imposé. Oui, c'est effectivement une obligation légale au bout d'un certain nombre d'années, donc on n'est pas encore dans le créneau, mais il faut commencer à y penser dès aujourd'hui, de faire un budget annexe sur les ordures ménagères, parce que c'est un service public industriel et commercial, donc il faut le gérer, comme les budgets de l'eau dans nos communes, il faut le gérer en budget annexe. Donc on va y travailler, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais enfin, ça reste un budget, voilà, des dépenses très conséquentes. Tout ça pour dire que c'est un budget qui doit s'auto-équilibrer. Oui, je vais revenir sur l'équilibre tout à l'heure. Donc il y a les équipements sportifs, je disais ça, c'était des projets auxquels on est tout à fait favorable, qui avaient été entamés par la mandature précédente, mais qui étaient pour nous très bien, donc on les poursuit. Et puis on avait eu beaucoup de subventions là-dessus. Donc sur les 400 000, on va en faire une partie donc, sur les bâtiments sportifs, c'est des travaux de rénovation, la ligne équipement sportif. Et puis on va aussi remettre en état la piscine, et donc tout ça va nous faire à peu près 100 000 euros d'investissement, et puis 40 000 euros d'investissement, ça c'est pareil, on a une délibération tout à l'heure sur des frigos, des lave-linges, etc. pour la maison de la petite enfance, et puis aussi quelques matériels pour le coworking. Donc ça fait pas beaucoup d'investissements à vous présenter, ça c'est vraiment ce qu'on va concrètement investir. Le reste c'est essentiellement la dette et des écritures comptables. Donc ça fait 450 000, c'est un peu maigre à vous présenter, j'aimerais avoir plus de choses à vous présenter en investissement, mais c'est déjà bien, et je pense que c'est des choses importantes que les habitantes et les habitants du Pays de Gannet, ils attendent ça, sur la piscine, sur les bâtiments sportifs. Bon, les bennes, ils se foutent que les bennes elles soient en bon état et que les moteurs marchent, mais ils veulent que leurs ordures soient bien ramassées. Donc voilà, toutes ces questions-là, je pense que c'est des questions importantes pour le territoire. Donc voilà ce qu'on va investir cette année, parce qu'on va vous proposer d'investir cette année. Peut-être préciser que sur la piscine, ce sont des travaux en régie, donc évidemment il y a de l'acquisition de matériel, mais la main-d'œuvre est assurée par nos services techniques, de manière d'ailleurs très efficace. Voilà, oui, effectivement, et d'ailleurs je crois que les agents en sont très contents. Donc voilà nos dépenses d'investissement. Le gros camembert, c'est rembourser le capital de notre dette, et puis il y a ensuite le déficit reporté qu'il nous faut complet, et puis les quelques petits champs dans lesquels on va pouvoir investir, le numérique, l'urbanisme, etc. Donc pour les recettes d'investissement, une grosse baisse sur les opérations d'ordre, ça c'est à nouveau l'hôtel de baisse, la régularisation. On vous propose de faire quand même un petit virement à la section de fonctionnement. Alors on ne prévoit pas 350 000 cette année, puisque de toute façon on sait qu'on en avait exécuté 0. On prévoit 61 000, mais c'est ce qu'on estime pouvoir dégager en fonctionnement quand on aura tout fait, et qu'on peut virer à la section d'investissement. Donc 60 000. On est un peu plus modeste que les 350 000, mais on espère bien les faire. J'espère qu'au compte administratif, on pourra les afficher. Donc ensuite, l'excédent qu'on a voté tout à l'heure, les 717 000, on retrouve pour cette section-là. Et voilà, ensuite, pas d'évolution majeure à mentionner. Et donc le dernier sujet, mais ça fera l'objet d'un vote après, donc si vous voulez, on en parle maintenant, mais je trouve plus cohérent de s'arrêter là-dessus, c'est les attributions de compensation, mais il y a le vote spécifique sur les attributions de compensation après. D'ailleurs, il y a une petite modification. Je vais vous la dire tout de suite, mais je le dirai tout à l'heure sur le vote, si ça vous va. Diapo suivante. Ah, c'est la diapo suivante. Hop, parfait. Hop. Voilà, il y a ces deux lignes-là qui sont modifiées. Donc on passe de 5 900 pour la commune de 5 500 pour la commune de Molière à 4 400. Et pour la commune de Roquedur, on passe de moins 32 000 à moins 33 000. En fait, c'était une erreur de calcul au niveau du service urbanisme.
il y avait noté 7000 d'un côté, 4700 de l'autre, et en fait il fallait additionner ces deux sommes et mettre la moitié à chacune. C'est en fait les deux communes font leur PLU, elles payent chacune un commissaire enquêteur d'une part et la publicité dans un journal d'annonce légale d'autre part, et donc chacune vont payer un commissaire enquêteur et un journal. Il n'y en a pas une qui paye le journal de l'autre et l'autre qui paye le commissaire enquêteur. Chacun paye son truc, et donc ça fait 5800 chacun, ça fait un petit différentiel. Quoi. On reviendra sur les AC si vous voulez, on parle du reste du budget, je prends toutes vos questions et on a un vote spécifique après pour les AC. Donc on peut en parler quand vous voulez, mais je pense que c'est plus cohérent de les détailler après puisqu'on a un vote spécifique. Et donc je prends des questions sur le reste du budget si ça vous convient. Est-ce qu'il y a en visio ou dans la salle des questions sur le budget? En visio, on ne voit pas de main qui se lève, mais il y a quelques caméras. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, ou même par écrit si besoin. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'étais très clair. Pas de questions, on peut passer au vote. Bien, donc je mets le budget 2021 au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc Martine Vol et Joël Corbin. Je vous remercie. Donc point suivant, les attributions de compensation. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a effectivement les deux communes de Molière et Molière-Cavaillac et Roquedur qui font leur PLU, donc elles ont effectivement un impact sur leurs attributions de compensation. C'est, je le redis, mais ils savent très bien, les deux communes concernées le savent très bien, c'est des prévisions sur la partie PLU. On ne facturera à la fin de l'année que le réel de ce qui a été effectivement engagé sur la base de facture. Donc ça, c'est une prévision sur les dépenses qui seront faites relatives au PLU. Celles qui sont relatives à la fiscalité et aux compétences, par contre, elles sont réelles. Donc il n'y a pas eu beaucoup de modifications, pourtant les montants ont dû bouger par rapport à l'année précédente. Alors je vous en redis un mot rapidement. Donc la première qui a bougé, c'est la commune du Vigan, elle perd 40 000 euros. Donc elle a 40 000 euros d'AC de moins que l'année dernière. Ça, c'est la part du directeur général des services. Donc il rembourse 40% de son salaire sur les AC. Et ça, c'est très intéressant puisque ces 40% qui sont remboursés par les attributions de compensation, donc la communauté de communes, nous tous, là, collectivement, on rembourse moins à la ville du Vigan, et donc au global, on rembourse moins. Donc notre coefficient d'intégration fiscale augmente. Puisqu'on reverse moins aux communes, on est plus intégré, et donc on gagne des dotations de l'État. Alors ça, c'est très intéressant. Et quelque part, c'est un peu un symbole, si vous voulez. La mutualisation, c'est un chemin vers l'augmentation de nos dotations, et quelque part, c'est un peu le schéma d'avenir. Travailler ensemble, ça nous rapporte de l'extérieur, de l'État. Donc c'est plutôt intéressant. Au-delà du fait que, après c'est une conviction, mais je pense qu'elle est partagée par notre équipe, que travailler ensemble, c'est vraiment la solution pour notre territoire. Là, il s'illustre assez bien sur ce détail, puisqu'on arrive à travailler ensemble avec une ville, mais on y arrive avec toutes les villes. Sur ce sujet-là, le DGS, c'est avec la ville du Vigan. Sur d'autres sujets, ça pourrait et ça pourra à l'avenir l'être sur tout un tas d'autres sujets. On va dans le sens de bénéficier de davantage de dotations de l'État. Donc c'est plutôt intéressant. Ça nous permet entre autres de garder des marges en fonctionnement. L'autre modification qui a été faite, c'est celle qu'on a votée au dernier conseil sur l'aide au droit des sols. Donc chaque commune payait, sauf la commune du Vigan et la commune de Sumène qui participe par ailleurs par une dotation annuelle, on payait le service instructeur pour l'aide au droit des sols, pour les permis de construire, 157 € par équivalent permis de construire, et on a fixé ce tarif au prix où le service s'équilibre. Et donc cette année, c'est 210 €. Donc ça a un petit peu augmenté les attributions. C'est ce qui a été voté la dernière fois. Et voilà, pas plus de modifications. Sur les attributions de compensation, on s'y est engagé à faire 4 séances de travail dans l'année. La prochaine, elle est prévue, j'ai plus la date là en tête, mais c'est d'ici 15 jours ou 3 semaines. La convocation va partir sous peu. Le groupe de travail qui s'était manifesté pour y participer recevra cette convocation. Donc voilà, très rapidement, on va se réunir d'ici 15 jours, 3 semaines. On fera à nouveau une réunion tous ensemble avant l'été, et puis on y retravaillera dans l'automne.
pour qu'à l'hiver on tranche et qu'au 1er janvier 2022 on parte sur de nouvelles bases avec de nouvelles modalités de calcul. On s'y est engagé, on le fait. Ça sera donc la première réunion dans 15 jours. Et donc celle-ci, à part la modification de l'ADS qu'on a votée, n'ont pas bougé. Alors juste pour signaler, c'est vrai qu'il y a une petite augmentation qui est liée effectivement au service urbanisme, mais comme dans le même temps on a baissé la convention de mutualisation avec le CIVOM, qui était absolument démesurée par rapport à la réalité des choses, en principe la contribution des communes au CIVOM, et je parle sous le contrôle de Romaric, va baisser. Alors en général, c'est pas au centime près, ou même à l'euro près, mais c'est à peu près des volumes assez comparables. Sur des volumes à peu près comparables. Donc je dirais que pour les communes, finalement, elles vont s'y retrouver indirectement. Oui, on me confirme donc la date pour le groupe de travail. Pour ceux qui sont là, ils auront déjà l'info. Ça sera le 30 avril à 18h. Donc si jamais vous êtes indisponible ou si vous souhaitez que ça évolue, etc., comme d'habitude, on prend les retours et on est flexible là-dessus. Mais la date qui convient pour l'instant, qui n'est pas en même temps qu'un conseil, une réunion, que ceci, que cela, c'est le 30 avril à 18h. Comme ça, vous avez l'info en direct. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces attributions de compensation. Je sais qu'il y a une commune en particulier qui avait des questions suite à l'envoi de la convocation. On a fait un courrier pour leur répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à procéder de cette manière-là. Quand vous avez des questions sur les projets de délibres qu'on vous envoie, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Là, ça nous a permis de rectifier sur Molière, Cavaillac et Roquedur. On a pu rectifier le montant. Ça arrive à tout le monde, voilà, de faire un petit écart et donc là, on est parfait. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions entre-temps, si vous en avez toujours du lancer, c'est très bien aussi. J'arrive à la délibération en question. Y a-t-il des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je mets la délibération en voie. Y a-t-il des oppositions? Une précision. Oui. J'ai la coopération d'Alain Durand. Oui. Il s'abstient, lui, et moi je vote pour. D'accord, ok. Donc y a-t-il des oppositions? Non. Donc une abstention Alain Durand par procuration. Y a-t-il d'autres abstentions? Je vous remercie. Point suivant, donc ressources humaines et modification du service commun. Emmanuel Guilleux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, l'image de notre véritable volonté de travailler ensemble et de mutualiser les choses. Nous avions mutualisé le service commun dans le Ouest avec la commune du Lyon. Et il convient de modifier donc la délibération que nous avions prise pour ajouter la fiche d'impact. Est-ce que vous avez des questions? Bien, donc je mets la délibération en voie. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, TEOM, le vote des produits attendus pour 2021. Jules Chenu. Donc là, c'est une conséquence du budget qu'on a voté tout à l'heure. Je vous le disais, on l'a présenté au débat d'orientation budgétaire. Alors, les diapos sur la TO. Jules Chenu, Marc Lévin, je ne sais pas. Non, moi, rapidement, je vais dire un mot sur la partie fiscale et puis je vais peut-être laisser Marc le compléter sur la globalité du service parce qu'on a en fait 3 ou 4 délibérations en cascade sur la question des ordures ménagères. Mais d'ores et déjà, on l'avait présenté au débat d'orientation budgétaire. Ce service, il a vocation, de par la loi, à devenir un service annexe. Et même sans ça, en tant que tel, c'est intéressant que ce service soit équilibré. Et en l'état, avec une TEOM à 14,5%, donc c'est le taux auquel elle est aujourd'hui, le service il est déséquilibré, donc il était équilibré juste en 2020, mais avec
Donc il absorbait déjà une augmentation de 150 000 euros, je crois, l'année dernière sur les ordures ménagères. L'accord va jusqu'à 11% de refus. 40%, ça signifie une augmentation. Ça veut dire que l'entreprise, en l'occurrence, qui fait tout ce travail, va faire les factures en conséquence au Saint-Thomas, et donc automatiquement, ça se reporte sur les comités de communes. Et chaque comité de commune est caractérisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oui, c'est général, ça dépend de... Non, c'est le pays gagné. Donc il y aura un très gros effort à faire, une très grande prise de conscience, et donc je dirais que bientôt, au niveau de la communauté de communes, à ce niveau-là, on va engager une démarche collective. Il y a des choses qui sont déjà faites au niveau biodéchets, et Valérie, qui n'est pas loin, à travers les écrans, est active à ce niveau-là. Mais là, on parle surtout des bacs jaunes et aussi des encombrants. Puisque vous savez aussi que la TGAP, cette fameuse taxe, s'applique aussi aux encombrants. Et ça, c'est, on appelle tout venant en déchetterie, mais c'est plutôt le terme encombrant qu'il faudrait retenir. Et ça va ne faire qu'augmenter. Et ça augmente déjà très très vite. Donc là, ça va au niveau de toutes les communes, une très grande mobilisation pour contenir ces coûts. Et puis, je terminerai là-dessus, au niveau aussi du service, de la collecte, on fait aussi un travail collectif avec les agents pour justement trouver des pistes, etc., parce qu'eux sont les personnes mieux placées pour, en fin de compte, proposer aussi des solutions, et ils connaissent très bien ce qui se passe dans chaque village. Donc attendez-vous à avoir, dans les temps à venir, des contacts, et qu'on puisse aussi regarder au niveau de chaque commune comment améliorer ça. Première piste, si vous pouvez enlever, voir comment remplacer tous les bacs collectifs par des bacs individuels au maximum, ce sera déjà un grand gain. Donc je vous dis à bientôt. Oui, donc je crois que les 42% d'ailleurs c'était surtout sur les bacs collectifs. C'est sur les... Essentiellement. Disons que sur tout ce qui est jaune. Mais le pire, effectivement, par exemple, on trouve de tout, calcul de moto, etc., mais les bacs jaunes. Et le collectif est une principale cause parce que... Alors il y a aussi une réflexion, vous l'avez certainement suivi dans la presse, qui est en train d'émerger sur un éventuel regroupement à l'échelle du département du Gard des différents syndicats, parce qu'il y a aussi une problématique face à la puissance monopolistique, je dirais, de ces grands groupes privés. Là aussi, plus on est gros, plus on est fort. Donc c'est vrai que le Piémont-Cévenol s'est positionné très fortement ces derniers temps sur ce sujet, mais le conseiller régional Fabrice Verdier, qui est aussi président de l'intercommunalité du ZES, s'est engagé dans cette démarche de réflexion. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer au niveau des ordures ménagères un syndicat départemental, comme on a fait pour le SNEC par exemple, pour l'électricité, ce qui donnerait peut-être plus de poids aux collectivités pour pouvoir négocier au niveau des marchés avec ces grosses entreprises. Alors, c'est aussi un aspect de la question. Alors, je sais que pour nous, ça ne sera peut-être pas facile parce qu'on est sur un syndicat interdépartemental avec Ganges, etc. Mais moi, je souhaiterais, je le dis publiquement, que le Saint-Thomas s'associe à cette réflexion, à cette démarche. Le jour où on a signé d'ailleurs le guichet unique à Quissac, on en a parlé, Fabrice Verdier était là, on en a parlé, y compris avec Pierre Rompant qui était également présent. Et voilà, il nous a semblé quand même important que le Saint-Thomas puisse participer à cette réflexion collective de plusieurs syndicats à l'échelle du département sur un éventuel résultat. Et le temps que cette solution arrive en attendant. Alors ça ne nous exonère pas évidemment du tout, ça ne nous exonère pas d'avoir évidemment une politique volontariste sur le tri. C'est pas ce que je veux dire, mais la voracité de ces grands groupes contribue pas. Dans la mesure où ils sont dans une position de monopole, ça sera toujours compliqué. Oui, Roland. Oui, l'impact de l'année dernière, c'était sur l'appel d'offres qu'il y avait eu avec le Gard sur le prix de l'enfouissement des ordures ménagères. Là, cette année, c'est l'État qui augmente la taxe. Donc, c'est là qu'il faut combattre. Pourquoi on met une taxe pour les faux, et là, l'enfouissement double la taxe parce qu'on enfouit.
Alors, c'est un problème d'État. Alors, une augmentation de taux, c'est un problème d'État. Il faut comme tu le dis, essayer de faire un syndicat départemental, mais quand il y a une manifestation, il faut y aller tout le monde aussi. Parce que c'est un problème d'État. Et là-dessus, moi je m'assènerai sur l'augmentation du taux, parce que c'est un problème d'État. Ce n'est pas un problème des poids et le garde. Non, mais c'est l'État qui fonctionne sur l'affouissement. Je suis d'accord avec toi, Roland, mais l'augmentation du taux, elle est pour l'équilibre du service. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, on ne peut que déplorer effectivement la position de l'État sur ce sujet. Valérie, je crois, Machecourt avait demandé la parole, et comme je ne vois pas l'écran, voilà. Oui. Je voulais apporter quelques précisions. Donc, ce que disait Marc tout à l'heure par rapport au dépassement des 11% sur le taux de refus, il faut quand même savoir que ça engendre vraiment des coûts très importants. Et tout ce qui est au-dessus de 11% de refus, donc entre ces 11 et ces 40% qui ont été caractérisés hier, c'est 91 € la tonne supplémentaire. Donc il y a quand même un sacré travail de sensibilisation sur le prix qui reste à faire. Je suis allée récemment à l'école de Molière et du coup je suis passée vers les nouvelles. Bon, c'est pas pour pointer du doigt Molière parce que c'est un petit peu partout pareil, mais les nouvelles consignes de tri apparemment ne sont pas encore vraiment connues. C'est quand même des consignes de tri qui sont entrées en application à partir depuis 2017, si je ne me trompe pas. Et donc, je m'aperçois vraiment en circulant sur le territoire qu'elles ne sont pas connues. Donc ça, c'est quand même... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Hier, j'ai récupéré des affiches autocollantes qui devraient être posées sur les poubelles et qui étaient à la déchetterie, dans le bureau de la déchetterie, je ne sais pas pourquoi. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus, sur la sensibilisation, continuer là-dessus. Ensuite, sur Bellegarde, moi je l'ai déjà dit une première fois, mais je pense qu'il faut faire tout pour que ce tonnage des poubelles grises qui vont à Bellegarde diminue. C'est vraiment très important. Une des solutions, c'est d'aller évidemment vers le compostable pour enlever jusqu'à 50% de la totalité de la poubelle grise qui serait valorisable ou compostable. Donc si on ne va pas vers là, c'est sûr qu'on va continuer à augmenter très largement. Donc je pense que c'est pour le prendre d'une manière un petit peu positive sur la valorisation des déchets. Voilà ce que je vais rajouter. Oui, sur le plan. J'ai une question. Tu parles de 90 par tonne. Oui. Vous m'entendez? Oui, j'avais donné la parole à Denis sur le plan, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je dis que je la laisse. Vas-y, Bruno, vas-y, après Denis, après Roland. Il a levé la main. Non, je voulais avoir une comparaison de prix entre le surcoût qui est appliqué au 29% de dépassement sur les poubelles jaunes et ce que nous coûte la mise en décharge avec donc d'un côté c'est 91 €, de l'autre côté c'est combien? Alors là, dans ce que je viens de dire, on n'a pas compris le coût du traitement, c'est-à-dire du transport de ces déchets jusqu'au centre de tri. Donc, ce que je dis là sur les 91, c'est le coût que le centre de traitement demande parce que lui-même va les traiter, va forcément les envoyer à Bellegarde. Mais nous, ça nous surcoûte, enfin ça nous coûte en plus un coût de transport et donc de traitement, facturé par le Saint-Thomas, pour le transport de ces déchets jusqu'au centre de tri et quand même à l'Ansart, donc vers l'UNED. Donc c'est un coût de transport et c'est important, que je n'ai pas mentionné. Bien, Denis sur le plan. Oui, je voudrais peut-être sur la part qui parle de mobilisation
concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Tu as parlé de mobilisation. Oui, mais je ne pense pas que c'est maintenant que je vais déployer ça. Simplement, en termes de mobilisation, c'est en dehors de l'aspect, comme je dis toujours, il faut communiquer et encore communiquer. La même information sur l'ensemble du commune, faire un examen commune par commune de tout ce qui peut être amélioré en termes de collecte, en termes de bacs, etc. Il y a des communes comme Arles qui ont commencé, qui ont entrepris aussi un sacré travail, j'appelle comme ça, au niveau de la collecte avec les sacs jaunes, etc. Chaque commune va avoir sa réponse par rapport à tout ça, mais il est indispensable d'avoir une réflexion et d'agir. Ensuite, prendre en compte aussi ce que nous disent tous ceux qui, tous les jours, sont sur nos routes en train de collecter, qui voient des choses. Je les ai rencontrés la première fois. Là, on va faire un travail prochainement ensemble par rapport à ce qu'ils ont à nous proposer. Et puis, et ensuite, en réflexion avec les communes, de dire, en discuter avec chacune pour dire, voilà ce qu'ils ont vu. Moi, j'ai déjà fait simplement les quelques réflexions qu'ils m'ont faites sur Bandas, alors je les ai vues, je dis, mais moi je mets ça en route déjà demain, je n'ai pas besoin d'attendre. Parce que c'était la question de bon sens, à partir de ce qu'ils observent. Voilà, c'est ça la mobilisation. Et puis ensuite, je pense que chaque commune, qu'on puisse proposer à chaque commune un message commun qu'on peut retrouver partout. Voilà. Et on y travaille là-dessus. Et puis, comme dans ce domaine-là, de toute façon, il faut sans arrêt communiquer encore, parce que c'est faire changer des comportements, ça on sait que ça demande beaucoup de temps. Si je peux prendre la parole. Oui, qui c'est qui demande la parole? Oui, mais il y avait Roland Canelli, il attend depuis un petit moment, je vais lui donner la parole. D'accord. Non, c'est juste, on peut réduire le gris, par exemple, le samedi et la vente de poules. Moi, on a réduit au moins des 3 quarts le gris avec 4 poules. Oui, ça veut dire oui. C'est des solutions. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est sur le gris qu'on va pouvoir agir, c'est clair. Valérie, Machecourt. Oui, donc je ne sais pas qui posait la question de ce qu'on allait faire, mais je pense qu'on a quand même, pour agir, on a quand même un cadre européen qui fixe des directives sur l'obligation pour les collectivités de proposer une collecte des biodéchets. Donc, ça ne va peut-être pas être effectif en 2023, mais c'était programmé pour 2023. Donc, moi, je pense qu'il est quand même très urgent de réfléchir sur comment on va faire pour faire cette collecte. Mais ce n'est pas pour répondre et pour obéir aux directives européennes que je pense ça. C'est parce que je pense que c'est nécessaire pour le bien-être de tous. Et de nos finances. Oui. Oui, Patrick. Juste, est-ce qu'on peut réavoir la consigne de tri? Parce que c'est vrai que c'est aussi des éléments d'information qui nous manquent. Et nous, on fait toujours une piqûre de rappel d'une fois ou deux dans l'année. Je vais faire justement sur les déchetteries et recycleries. Donc cet élément-là, on a besoin qu'il soit régulièrement remis à jour et qu'on l'ait. D'autant plus que sur le bac jaune, ça a bougé. Sur le bac jaune, ça a bougé au fil du temps. Oui. Donc c'est vrai que moi, par exemple, j'ai un bac individuel jaune, où il y a encore un vieil autocollant qui est d'ailleurs à moitié déchiré, qui doit dater, je ne sais pas de quand, où c'est plus du tout les consignes actuelles. Donc oui, je pense qu'il faudrait... Justement, je ne sais pas quels sont les personnels qui sont chargés de mettre les nouveaux panneaux qui sont, qui existent. Ils existent, j'en ai trouvé une dizaine il y a à la déchetterie. Donc, c'est des autocollants de grand format qui sont censés être collés sur les poubelles. Bon, ils ne sont pas collés. Donc, ça commence par là. On a embauché quelqu'un, on vient d'embaucher quelqu'un au Saint-Thomas pour faire la communication, la sensibilisation. Je vais travailler avec cette personne pour faire le tour des écoles, le tour des élus. Donc, je le répète, si vous voulez avoir une information dans vos écoles, n'hésitez pas, on est prêts, là, on travaille avec Stéphanie, qui s'appelle, là-dessus, et on peut intervenir. Donc, j'ai encore rencontré même les élus pour leurs enseignants,
il faut que les élus communiquent avec les enseignants pour leur dire qu'on peut intervenir dans les classes pour faire de l'animation autour du tri. Il ne faut pas hésiter, hein. On est là pour ça en fait, et il ne faut vraiment pas hésiter. Et les autocollants, par contre, j'aimerais bien savoir, donc ce que je vais faire, c'est les autocollants. Là, le Saint-Thomas est en train d'en commander d'autres. Donc je pense qu'il a fait le tour un petit peu de toutes les communes pour savoir de combien on avait besoin d'autocollants. Mais par contre, l'autocollant juste collé sur une poubelle, s'il y avait déjà un autocollant à la place, ça ne suffit pas, parce que les gens sont habitués à avoir un autocollant, donc ils ne vont pas forcément relire les nouvelles consignes. Donc je pense qu'il faut aussi l'accompagner d'interventions, soit pour les élus, soit dans les écoles. Oui, enfin, je pense que l'autocollant, c'est quand même pas mal parce que c'est collé sur la poubelle, donc c'est vraiment le moment où les gens jettent. Je me pose la question, le pot de yaourt, est-ce que je vais le mimer ou est-ce que je ne le mimais pas? Donc je pense que c'est quand même stratégique l'autocollant. Mais par contre, oui, parce que je pense que les autres moyens de communication, dans nos communes, on les utilise. Hein, moi, chaque année, quasiment, dans notre journal municipal, à Rigas, on met une page entière pour rappeler le tri. Je n'ai pas le sentiment que les gens le lisent beaucoup. Laurent, en fait, il faut faire des piqûres de rappel au moins 2 fois par an. Parce que bon, l'autocollant sur le bac, c'est bien, mais personne ne le regarde. Par contre, quand on envoie un mail aux habitants, ça leur rappelle un petit peu le nouveau tri qui date depuis 3 ou 4 ans. Il y en a encore qui n'ont pas tout à fait compris, qui ne savent pas ce que le pot de yaourt, il faut le mettre de côté ou de l'autre. Moi je pense que l'autocollant sur la poubelle, c'est pas grand chose parce que le tri est fait à la maison, il n'est pas fait à la maison. C'est clair. Il faudrait le mettre sur les poubelles dans les maisons, mais ça, heureusement, on n'a pas la main dessus. Oui, Patrick, oui. À propos des biodéchets, il faut faire attention de ne pas être contre-productif. Parce que des villages comme Saint-Bresson, tout le monde fait du biodéchet. Si on commence à me raconter aux gens on va leur mettre une surtaxe pour des histoires de tri de biodéchets, je me retrouve avec des broncas pas possibles. Donc il faut faire gaffe, il y a l'esprit de la ville et l'esprit de la campagne. Et l'esprit de la campagne, on est bien arrivé maintenant à faire là, parce que chacun est sur compostage et des poules, j'ai plein de poules, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, pour être clair. Mais là, le biodéchet, on a beaucoup baissé. Donc il faut faire gaffe de ne pas être contre-productif dans certains cas. Le résultat de la taxe d'ordure ménagère, c'est-à-dire ce que paye l'habitant, il est quand même lié au tonnage global du pays viennais. Il n'est pas lié à forcément petit village. Le plus gros tonnage, c'est évidemment sur le Vigan. Et donc ça veut dire que l'ensemble de la communauté de communes doit contribuer à la diminution du tonnage sur les centres urbains, puisque c'est là où il y a le plus de production de biodéchets. C'est pas dans les petits villages, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, c'est pas dans les petits villages qu'il y a la production de biodéchets, c'est dans les centres urbains. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Rapidement peut-être. Rapidement. C'est-à-dire que très vite, on va vous proposer une affiche après à faire circuler par mail à tous les habitants, mettre dans vos panneaux d'affichage, on y travaille, donc ça va apparaître très vite. Et concernant juste aussi ce que Valérie n'a pas dit, parce que sur les biodéchets, il y a une action au niveau de Saint-Thomas qui est en cours, avec des propositions, avec des expérimentations, et qui devrait aussi apporter justement aussi des solutions, je dirais, un peu innovantes, aussi un peu amusantes aussi, pour faciliter la diminution des... Au lieu d'avoir, tout le monde ne peut pas avoir des poules, mais on peut y travailler, peut-être que, en tout cas de manière symbolique, comme si on avait des poules chez soi. Voilà. En milieu urbain, il faut des poulaillers collectifs. Voilà. Donc aux arènes, on va dire, on fait des poulaillers collectifs. Il y en a à l'école maternelle. Voilà. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets la délibération aux voix sur l'augmentation des taux, donc. Y a-t-il des oppositions? Moi, je vote contre. Donc, Alexandre Cosa, Maxime Garcia et Pauline Pagès votent contre. Y a-t-il des abstentions?
Donc, Monsieur Chattard, Monsieur Canaillé, Madame Béranger, pardon, Monsieur Durand, donc Madame Vol, Madame Guérou, Monsieur Cordin, Monsieur Nallet et Monsieur Ponce. Et Monsieur Gers. Et Monsieur Gers, pardon. Donc la délibération est adoptée à la majorité.